Fidèles téléspectateurs de Géopolis TV, bienvenue à votre émission Géopresse, l'émission qui décrypte pour vous les questions liées à l'économie, à la gestion de l'État et à la gouvernance publique. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le concept d'indépendance économique. Le 30 juin dernier, la République démocratique du Congo a célébré son 72e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et à la souveraineté internationale. Mais des questions fondamentales se posent. Est-ce que l'État congolais peut se considérer aujourd'hui comme un pays économiquement indépendant? À 70 ans après, où en sommes-nous sur les chantiers ou la route de l'indépendance économique? Voilà les différentes questions principales autour desquelles nous allons échanger dans ces plateaux de Géopresse. Et mais pour en parler, j'ai Dieudonné Boinali à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour à mes deux co-débatteurs, Fiston Leko et Edouard Funda. Bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre à travers le monde. Okay, merci, bonjour Monsieur Boinali. Vous êtes journaliste économique au groupe de presse Géopolis Forum. Edouard Funda, vous avez été déjà cité. Bonjour. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour à mes co-débatteurs également. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent à partir de leur maison. Okay, merci. Fiston Leko, un habitué des Géopresse, content de vous voir aujourd'hui. Oui, bonjour Jojo Moulamba, merci de l'invitation. J'ai dit aussi bonjour. J'ai remis aussi mes bonjours à mes deux co-débatteurs. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec eux, avec vous comme présentateur. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent, à qui je dis mes joyeuses fêtes de l'indépendance. Joyeuses fêtes de l'indépendance. Nous allons commencer cette émission, mais c'est par un extrait du discours du président de la République qui a lancé un message le jour de la fête nationale de l'indépendance. C'était sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Dans ces messages, il a mis un point sur la situation économique du pays. Il déclare que il se pose aujourd'hui un problème de l'économie, un problème d'indépendance économique, mais cela ne peut être gagné que sur le fond du développement. Je vous propose de le suivre et puis nous retournons sur ces plateaux. Le combat pour la libération n'est pas fini. Il se pose aujourd'hui en termes économiques et se gagnera sur le front du développement. 62 ans après la proclamation solennelle de notre indépendance, nous avons franchi une étape symbolique de l'histoire de notre pays pour engager un nouveau combat, celui de promouvoir une croissance inclusive pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Tous ensemble, nous devons être conscients qu'une dépendance économique prolongée nous mènera à terme à l'érosion de notre indépendance politique. Ainsi, pour jeter les jalons de cette indépendance économique et du développement durable de notre pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment à l'augmentation significative des réserves de change, l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires, les militaires et les policiers, l'amélioration du système de retraite des agents publics de l'État, ainsi que le financement du processus électoral. Voilà, là vous venez de suivre le président de la République, Félix Tshisekedi. Monsieur Boinali, vous avez suivi le président qui met un accent sur les développements économiques du pays. Qu'est-ce que cela vous dit? Ça me donne beaucoup d'idées. Je profite de l'occasion d'abord pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Nous sommes toujours dans la semaine de l'indépendance. Effectivement. La fête n'est pas terminée. Donc je disais, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Le président de la République, dans son adresse à la nation, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, est revenu longuement sur l'indépendance économique. J'ai suivi avec beaucoup d'attention son discours. J'ai aimé l'extrait où il a parlé de ceci, je cite,
62 ans après la proclamation solennelle de notre indépendance, tous ensemble, nous devons être conscients qu'une dépendance économique prolongée nous mènera à terme à l'érosion de notre indépendance politique. Par là, les chefs de l'État a voulu nous... donc, il nous a responsabilisés à devenir aussi indépendants économiquement. Donc, pour les chefs de l'État, le combat pour l'indépendance de la République démocratique du Congo n'est pas terminé. Nous avons gagné une première phase qui a été politique. Maintenant, il faut gagner la deuxième phase, la deuxième bataille, donc le deuxième volet de notre indépendance, qui est économique. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer que la RDC importe plus de 80% de tout ce que nous consommons, comme produits alimentaires, comme matériel, et en termes même de services. Nous importons pour plus de 80% de tout ce que nous consommons. Nous produisons peu. Or, on ne peut pas avoir une indépendance économique quand nous avons une économie extravertie, donc tournée vers l'extérieur. Nous devons diversifier notre économie, donner les moyens de l'indépendance économique à notre pays, c'est-à-dire poser les jalons, les piliers de cette indépendance économique. Donc il faut... Voilà, en fait, ce que le président a voulu dire. Voilà, j'ai compris en mon sens. Ouais, c'est que vous avez compris. Donc le président voudrait que le jalon soit posé afin que le développement soit amorcé dans le pays et que tous les Congolais profitent bien de richesses que regorge le pays. Edouard Funda, nous avons tous suivi le président. Il faut que les jalons soient posés. Mais d'après l'histoire, les acteurs politiques congolais semblaient être beaucoup plus intéressés sur la question politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons qui ont fait que les acteurs politiques congolais ne soient pas intéressés sur l'aspect politique, puisque après la table ronde, en 1960, au moins au début de l'année, il n'y a que toutes les représentations politiques n'ont été représentées que par un seul acteur politique, Mobutu Sese Seko. Merci pour la parole. Moi, je crois que cette allure, ou bien cette attitude de beaucoup se pencher sur le volet politique était une bonne attitude. Pourquoi? Parce que chaque pays est producteur et créateur de ses richesses et il est lui-même distributeur de ses richesses. Moi, je crois que notre économie dépend de nous-mêmes, il ne dépend pas de l'extérieur. On devait plutôt obtenir la gestion de notre pays, qui est le volet politique, parce que l'État doit être géré de manière politique pour essayer un peu de poser les jalons sur le plan économique. Dès lors que nous appartenions à l'extérieur, donc nous étions sous la colonisation de Bruxelles, nous devions d'abord obtenir la gestion de notre propre pays. Moi, je crois que c'était l'aspect le plus important. C'est pourquoi tout le monde s'est attelé sur le plan politique. C'est que nous devions d'abord avoir le contrôle de notre pays, gérer nous-mêmes notre pays sur le plan politique, parce que la gestion économique dépend des décisions prises au niveau politique. Donc, obtenir cette indépendance politique était très important, parce que moi, je ne vois pas à quel niveau nous devions obtenir l'indépendance économique. L'indépendance économique, c'est nous-mêmes qui les créons. C'est nous-mêmes qui créons nos richesses avec nos propres ressources, avec notre propre manière de faire, toutes les lois qui seront votées. Là, si nous ne sommes pas infiltrés, bien sûr. Nous sommes tous Congolais, nous avons notre Parlement, nous avons la possession de nos institutions, c'est qu'a prôné Lumumba. Maintenant que nous avons le contrôle de notre pays, c'est à nous de décider sur ce que devra devenir notre économie. Ce n'était pas à l'étranger qu'on devait obtenir cette indépendance économique. Moi, je ne vois pas, ils sont en train de chercher partout. Là, les gens disent, non, nous avons été pressés d'avoir l'indépendance politique, mais nous n'avons pas regardé l'indépendance économique. Non, l'indépendance économique, c'est nous-mêmes. Ce sont nos richesses à nous, c'est nos lois à nous. Comment extraire les richesses de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut penser pour l'agriculture, par exemple. C'est nos décisions à nous. Avant, nous ne pouvions pas décider parce que nous n'avons pas le contrôle de notre pays. Nous étions gérés par les Blancs qui parfois prenaient nos richesses, allaient construire chez eux. Donc nos richesses à nous profitaient à l'extérieur. Nous devions d'abord commencer par ce qu'ont fait nos prédécesseurs, nos héros plutôt. Ils devaient d'abord obtenir cette gestion-là, la possibilité de gérer nous-mêmes notre pays, nos institutions. C'est à partir de là que seront prises toutes les dispositions ou bien toutes les intelligences devaient se mettre pour penser comment faire évoluer économiquement notre pays.
Oui, et dans Funda, il fallait obtenir l'indépendance politique, tenir la gestion du pays, et le reste, ça serait à notre niveau pour prendre de grandes décisions afin de promouvoir le secteur économique. Fiston Certainement. Oleko, aujourd'hui, où en est-on avec l'indépendance économique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est économiquement indépendant? Déjà, je m'inscris en faux en dire qu'aujourd'hui nous sommes économiquement indépendants. Monsieur Dieudonné l'a dit ici, que nous sommes un pays avec une économie extravertie. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et ce que nous produisons malheureusement. Et ce n'est pas nous qui le consommons parce que ça sert à la consommation extérieure. La conséquence, c'est que cela engendre justement la fuite des capitaux. Il y a d'autres pays qui s'enrichissent, il y a d'autres populations qui travaillent autour de la transformation de ces richesses-là. Il faut dire que ici, je veux revenir un peu en arrière par rapport à ce que Edouard a dit ici. En 1960, après la table ronde qui a décidé sur l'indépendance politique, la deuxième, moi je n'appelle pas ça une table ronde pour l'indépendance économique, c'était une réunion qui consistait justement à voir des voies et moyens. Comment est-ce que la République démocratique du Congo va rester avec ou va continuellement gérer les entreprises qui étaient sur place? Ce n'était pas une indépendance, ce n'était pas la recherche d'une indépendance économique. L'indépendance économique ne se décrète pas. C'est-à-dire que c'est une autonomie qu'un peuple, en tant qu'État, qu'une nation, s'octroie dans le travail. C'est-à-dire que nous devons arriver à une autonomie. Une autonomie, c'est-à-dire nous produisons ce que nous allons consommer, mais aussi nous consommons ce que nous avons produit. Ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays, parce qu'il faut dire que l'indépendance économique passe par une transformation structurelle économique très efficace, mais aussi une industrialisation de nos ressources naturelles, mais aussi l'industrialisation, bien évidemment, par nos produits agricoles qui seront produits ici, transformés ici, et puis consommés ici au pays. Et puis exporter. En ce moment-là, et s'il y a des surplus, on peut penser à exporter. J'ai toujours dit que le pays, la République démocratique du Congo est des rares pays qui a plus de 8 voisins. C'est-à-dire nous avons 9 voisins. C'est tout un marché gigantesque. Et en ce moment-là, si on arrive justement à produire suffisamment, on peut justement arriver à exporter et à nourrir d'abord nos 9 voisins. Et il faut dire qu'aujourd'hui, avec les statistiques, compte tenu de nos 80 millions d'hectares de terres arables, il ne faut pas oublier que nous avons aussi 40 millions de terres irrigables, c'est-à-dire qu'on peut amener justement à être arable par l'irrigation. La RDC peut nourrir plus de 2 milliards de personnes dans le monde. C'est-à-dire que nous avons jusque-là que des potentialités et on n'arrive pas vraiment à exploiter ça, on n'arrive pas à transformer ça. Et c'est justement c'est ce à quoi le point sur lequel nous devons travailler en tant que Congolais pour que nous arrivions à cette indépendance économique. À ce stade, dire que nous sommes économiquement indépendants, nous sommes encore loin vraiment de cette réalité. Nous sommes encore loin de cette réalité. Il faut que nous puissions travailler. Dieudonné Boinali, le pays doit travailler, les Congolais doivent travailler. Mais que pensez-vous de ceux qui pensent qu'aucun pays dans le monde n'est indépendant économiquement? Plutôt, il faut parler de l'interdépendance économique. Mais pour vivre dans l'interdépendance économique, il faut avoir l'indépendance économique. Là, vous parlez du marché international. Vous allez entrer dans les marchés internationaux, dans des zones économiques de libre-échange. Vous n'avez rien à offrir. Vous allez rester au stade d'un grand marché de consommation, comme nous le sommes aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Nous devons donner des instruments de l'indépendance économique à notre État. Je donne l'exemple de la Chili, même encore du Brésil. Oui. Vous savez que quand vous allez au Brésil, en Chili, je peux même citer en Russie, le gouvernement russe, par exemple, a Gazprom. Mais nous, on a quoi? On a la Gécamine. Est-ce que la Gécamine que nous avons aujourd'hui, c'est la Gécamine que nos grands-pères ont vécue? Ce n'est pas cette Gécamine-là que nous avons. Il faut donner ou
à l'État les moyens de son indépendance économique. Il y a des secteurs que l'État a laissés à l'abandon aujourd'hui. L'État doit investir dans les secteurs miniers. On ne doit pas laisser notre secteur minier entre les mains des privés. Nous devons reprendre le contrôle de notre secteur financier et monétaire. Nous avons beaucoup de banques, mais malheureusement, c'est entre les mains des étrangers. Il faut que le secteur bancaire soit contrôlé par des nationaux. Il n'y a pas de banque à capitaux congolais. Il n'y a pas de banque à capitaux congolais. Il faut créer une classe moyenne. Quand vous avez des millionnaires congolais, des milliardaires congolais, nous-mêmes, nous contrôlons notre économie. C'est en ce moment que nous parlerons de l'indépendance économique. Quand vous avez des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Français, des Belges, des Sud-Africains qui contrôlent notre économie, je peux même ajouter des Nigériens, des Togolais qui viennent avec des filiales avec de leurs banques ici. Mais l'économie est entre les mains de l'étranger. C'est pour cela que vous avez vu, lorsque Mouzé a pris le pouvoir, il a été combattu facilement par l'Occident. Parce que l'Occident savait que les carburants que nous consommons viennent de l'étranger. Nous aurions besoin des équipements. Tout ça vient de l'étranger. Les sucres, les laits, les produits pharmaceutiques, tout ça vient de l'étranger. Mais nous avons le quinquennat à l'est, à Bukavu. Un produit pharmaceutique très prisé dans le monde. Nous pouvons développer notre industrie pharmaceutique, devenir l'Inde d'Afrique. Nous-mêmes, nous commençons à vendre des produits que nous achetons à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs voies que nous pouvons exploiter pour devenir indépendants économiquement. Sinon, nous allons continuer à fêter l'indépendance politique. Après 62 ans, la 63e année va venir, la 65e année, la 70e année. Nous allons toujours constater que nous ne sommes pas indépendants économiquement. Même le bouton de ma veste vient toujours de l'étranger. Les aiguilles. Nous devons commencer. On importe même les oignons. Donc nous devons redevenir un pays producteur, comme nous l'étions avant la colonisation. Oui, nous allons... D'ailleurs, mon confrère, oui, oui. Il à ma Nous allons gauche, revenir il a sur si ça, bien oui. dit, nous devons renverser la tendance, changer de paradigme. Il a cité tout à l'heure le fait que nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Il faut maintenant qu'on change de paradigme, on renverse la tendance. On doit commencer à consommer ce que nous produisons. Oui, nous allons revenir sur cet aspect des choses, mais Edouard Funda, qu'est-ce qui aujourd'hui constitue comme obstacle à l'indépendance économique du pays? Quelles sont les entraves? Oui, merci. Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser, parce qu'on doit se poser des questions 62 ans après. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que moi, je l'ai dit, j'insiste sur ça, que l'indépendance que nous devions attendre, c'est ce que nous avons déjà eu. C'était l'indépendance politique. Nous n'appartenons à personne. En plus, nous n'avons à qui pleurer pour venir nous donner l'indépendance économique, parce que moi, je ne vois pas comment il va nous les donner. Comment il va nous les donner? Nous avons nos lois, nous avons la souveraineté étant prônée. Comment quelqu'un va venir nous imposer son système économique? Ça ne passera pas, parce que nous avons nos réalités à nous, nous avons nos terres à nous, que les autres ne peuvent pas connaître plus que nous-mêmes. Non, Mais sur les freins... L'indépendance économique dont on parle, c'est plus que la plupart des entreprises qui s'est trouvées en RDC étaient détenues par des étrangers. Alors il fallait négocier comment... Et d'ailleurs, toutes ces entreprises-là n'existent plus. Et vous allez vous souvenir que récemment, on a fait une enquête à l'IMT. On est passé des l'IMT industriels à l'IMT religieux. Ici, il faut le dire, parce qu'on est passé partout. Il y avait des entreprises comme Dilandos, toutes les entreprises qu'il y avait à l'IMT, ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'informel, parce qu'aujourd'hui, l'informel, c'est l'économie du pays. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas cette indépendance-là, parce qu'ils sont partis avec leurs entreprises. Nous n'existons plus. Nous n'allons pas pleurer. Nous sommes restés. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se rendre économiquement? J'en arrive, c'est ça le problème. Nous n'allons pas pleurer chez eux parce qu'ils ont ramené leurs entreprises et leur demander de revenir avec. Non, ça, ce n'est pas une bonne politique. Nous devons créer nous-mêmes nos propres entreprises. Pourquoi on ne peut pas les créer? Pourquoi on ne peut pas fabriquer des chaussettes ici comme avant? Parce que cette intelligence-là, nous pouvons en avoir. Mais avant de partir à citer les freins, tout ce qui nous freine pour qu'on n'évolue pas, parce que moi, j'en ai repéré 10. Je vais citer doucement et je vais vous expliquer ce qu'il y a. J'ai dit d'abord, c'est la corruption tolérée,
institutionnalisée, démocratisée. Vous allez vous souvenir avec la corruption est démocratisée. Démocratisée parce que vous allez vous souvenir même avant la venue de l'IGF aujourd'hui, ce qui s'est passé, les gens détournaient, le Zolobam il criait de partout, il disait il y a 15 milliards de dollars qui échappent à la caisse de l'État. Tout ça, on les trouvait normal parce qu'il n'y avait pas de gens emprisonnés, les gens détournaient les gens de la République, on avait l'affaire des fibres optiques, tout ce qui avait comme ce qui devait faire évoluer les pays n'était pas contrôlé. RDC, oui, c'est ça le vrai problème qu'on a dans ce pays. La corruption, on a institutionnalisé la corruption, on a démocratisé même la corruption. On trouve la corruption normale, alors que la corruption, c'est un grand problème aujourd'hui, un grand défi du développement. Dès lors qu'on va on va essayer de mettre à côté. On va commencer à appliquer la rigueur pour que les gens ne détournent plus l'argent. Deuxième élément, c'est l'informel. C'est ça aussi les problèmes. Aujourd'hui, l'économie du pays est détenue par l'informel. L'État ne pense même pas à formaliser ce genre de commerce. Vous avez des gens qui vendent l'eau pure chez eux à la maison, des cabines. Toutes ces personnes-là ne paient pas de taxes. Il y a quelques agents de maisons communales, des inspecteurs, tout ça qui prélèvent des taxes. Ça aussi, c'est un grand problème. Je vais en arriver. Ça aussi, c'est un grand problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens, des vendeurs ambulants ici ne payent pas de taxes. Ils ne payent pas de taxes. Même s'ils payaient ces taxes vont où? Les taxes payées, la canalisation de l'argent payé, même des taxes payées, la canalisation. L'argent payé de main en main, comment vous allez les surveiller? Vous prenez l'argent de l'État en main, vous les surveillez, on ne les surveille pas. Ce sont des personnes, même c'est ce qui s'est passé ici. La fois passée, j'étais là où mon ami Fiston est. J'avais parlé du problème des agents de transport. Ils arrêtent ceux qui commettent les bavures, mais ils prennent seulement l'argent parce que cet argent-là, on n'a pas canalisé les amendes payées par ces agents-là. On t'arrête, tu payes l'argent, mais tu donnes entre les mains de quelqu'un qui a laissé sa famille à la maison, qui peuvent se partager cet argent, qui gagne l'État. C'est ça aussi le grand problème. L'informel, il y a environ 10 millions de personnes qui vendent comme ça, donc qui ne contribuent même pas à la caisse de l'État, qui ne sont même pas repérés par l'État. L'État devait en principe mettre en place un système de faire payer à toutes ces personnes-là des taxes. Récemment, Damani a fait son reportage sur les vendeurs ambulants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous demandons à l'État, même eux-mêmes commencent à demander à l'État de formaliser notre commerce. Parce que nous travaillons dans l'illégalité. Imaginez que les gens demandent. Il faudrait canaliser l'argent qui sera perçu. D'abord, mettre en place un système de fisc qui va commencer à récupérer tout ce qu'il y a des taxes de toutes ces personnes-là. Parce qu'il y a des millions de dollars qui échappent au trésor public. En dehors de ça, il y a aussi des tracasseries. Dans un pays où il y a des tracasseries, rien ne va évoluer économiquement. Parce que des tracasseries finissent toujours par prendre de l'argent et ne pas mettre à la caisse de l'État. Mais Edouard Funda, nous allons revenir sur cet aspect puisqu'il y a Fiston Léco aussi. Fiston, vous le savez, les pays ne produisent pas, ne consomment pas ce qu'elles produisent. Les pays consomment ce qu'elles ne produisent pas. Mais alors l'idéal serait de consommer ce qu'elles produisent et d'exporter les surplus. Justement. Mais comment on n'arrive pas jusque-là? Puisqu'on exporte même les oignons, les aiguilles. Merci pour l'abord une fois de plus. Parler de ce qui ne marche pas pour qu'on arrive à s'autonomiser, c'est aussi se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive justement à cette indépendance économique. Comme vous l'avez dit, produire ce que nous allons consommer. C'est ça l'idéal. Mais aussi consommer ce que nous produisons. Dans cela, moi, je veux résumer. Edouard a étalé 10 problèmes qui freinent justement cette indépendance économique. Moi, je vais résumer cela à 3 points, justement. Le premier point, je veux ici rappeler qu'il y a... J'ai essayé un peu de lire, mais aussi écouter des spécialistes en économie, parce qu'il faut rappeler que je ne suis pas spécialiste en économie, mais je suis journaliste s'intéressant aux questions économiques. J'ai lu des livres, mais aussi j'ai écouté des spécialistes en ce domaine. On évoque généralement 2 choses. Je vais citer ici personnes comme Godem Poyi, je vais citer ici Matata Pogno, qui parle d'un côté d'un leadership. Nous avons vraiment un problème de leadership fort, un leadership qui comprend les enjeux, un leadership qui maîtrise ce que nous avons comme potentialité, mais aussi comment faire pour que nous transformions nos potentialités en richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas des potentialités. La richesse, c'est une chaîne de valeur qu'on crée sur les potentialités que nous avons, d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons un problème de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui implique beaucoup de réalités. Edouard a parlé ici de tracasseries, Edouard a parlé ici de corruption. Il y a aussi la justice qui entre en jeu.
aujourd'hui, quand on arrête peut-être quelqu'un à qui on reproche qu'il aurait détourné de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Après, il y a toujours des implications politiques qui entrent. Mais aussi, il y a aussi cette question où les privés et l'État, quand ils sont devant les juridictions, quelle garantie on a? Parce qu'il faut dire que l'indépendance économique, ce n'est pas seulement toutes les entreprises appartiennent à l'État, non. L'indépendance économique, c'est qu'on a dit, la capacité même d'attirer les investissements étrangers, que ça soit installé chez nous, mais on utilise nos matières premières, on les transforme ici et on sort les produits finis ici chez nous. Cette procédure économique-là crée de l'emploi, fait en sorte que les ménages vivent un peu décemment et l'État bénéficie en termes de la fiscalité. Ça, c'est deuxième point. Il y a cette problématique-là de la bonne gouvernance. Oui. Et troisièmement, moi, je veux dire que c'est le capital humain. Nous avons quelle sorte de main-d'œuvre au Congo? Regarde un peu. Si vous avez même dans nos familles, ça me rigole un peu. Vous sortez chaque matin, vous revenez. Il y a peut-être un cousin qui te dit, ah, je vais le dire à Lingala, quand tu rétorques, tu dis, mais toi, tu fais quoi? Je vais faire tout. Mais tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Il y a un problème de l'éducation. Quand on parle de capital humain, il y a l'éducation, il y a la formation. Quel Congolais que nous formons et pour quelle finalité? Parce que à chaque génération, il y a un besoin du capital humain qui entre en jeu pour que nous puissions évoluer. Aujourd'hui, on parle, par exemple, nous avons aujourd'hui chez nous besoin de la transformation. Mais qui est ce Congolais là qui est vraiment aguerri pour essayer un peu travailler dans ce sens-là pour que nous arrivions justement à la transformation de nos ressources minières, à la transformation, même voire à la plantation ou à faire de l'agriculture qui ne sera pas seulement de comment on l'appelle ça, l'agriculture de substance, qui sera à mesure de planter, vraiment faire de l'agriculture pour que nous puissions transformer. Il est impensable aujourd'hui au Congo que nous exportions même des jus à boire. Les jus fabriqués à partir des mangues. Mais allez ici à l'intérieur, il y a combien des arbres de mangue? Il y a combien de mangues qui pourrissent sur nos avenues, partout? Donc, il faut qu'il y ait aussi cette intelligence-là au niveau du capital humain, au niveau du Congolais. Il faut qu'il y ait aussi cette conscience collective de ce que nous avons, d'où nous venons et où nous allons. Si on arrive vraiment à avoir un leadership fort, on arrive à pratiquer la bonne gouvernance, on arrive aussi à former les Congolais pour qu'ils répondent aux défis majeurs que nous avons. Moi, je crois qu'on va arriver justement à ce stade. Oui, il faut un leadership efficace, il faut de la bonne gouvernance et il faut l'éducation, l'éducation et la formation de Congolais. Donc, Dieudonné Boinali, il nous faut tout ça. Et c'est ce que le gouvernement doit effectivement faire pour que nous sortions effectivement de cette situation. Merci pour la question. Tout a été dit par mes prédécesseurs. On a parlé d'investir dans l'homme. Quand on parle du leadership, c'est toujours l'humain. Quand on parle de l'éducation, c'est toujours l'humain. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que nous avons oublié. Je le relève ici. On ne peut pas parler de développement ni d'indépendance économique s'il n'y a pas de paix et de sécurité. Moi, je pense que le premier volet, c'est le climat des affaires, tout ça fait craindre. C'est la paix et la sécurité. Parce que même si on a les moyens, nous les nationaux, même si nous avons les moyens, nous n'irons investir que là où il n'y a pas de bruit de bottes. Nous irons toujours au Congo central, nous irons toujours au Katanga. Ça, c'est la première chose. Il faut la paix et la sécurité. Deuxième chose, il faut de l'énergie. De l'énergie, ici, j'attends l'eau et l'électricité. Si j'ai l'argent pour investir, pour créer une industrie lourde ou bien une industrie de transformation, mon estimé confrère Oleko a dit tout à l'heure, il faut transformer nos mangues, nos fruits qui pourrissent dans les Congos profonds en jus et en d'autres produits alimentaires. Mais comment je vais transformer, aller investir par exemple dans les grands bandundu, déjà à Gungu, à Kikwit,
à Popokabaka, et vous allez même dans certaines régions du Kasaï, il n'y a pas d'électricité. Et il faut parler aussi des routes. Ouais. Il faut donner de l'électricité à la population. Quand nous vous donnons l'électricité, nous investissons. Nous allons avoir besoin d'évacuer. Il faut des infrastructures. Investir, développer les infrastructures. Vous savez, Oleko toujours, je le cite, il l'a dit tout à l'heure, dans la zone ouest du pays, on produit de l'eau potable, mise en bouteille, on produit les jus, les boissons gazeuses. Mais quand vous allez à Bunia, et vous allez même à Bunagana, vous allez constater que les jus qui est consommé là-bas en bouteille provient de l'Ouganda voisin. Pourquoi notre jus ne peut pas se vendre à Bunagana ou bien à Bunia? Donc il y a un problème d'interconnexion des provinces. Pour ça, j'insiste ici l'autre aspect, c'est-à-dire développer les infrastructures. Nous perdons beaucoup d'argent, des devises, Oui. en important des biens et des matériels. On compte près de 5 pourtant, milliards de dollars. certains de ces produits alimentaires et matériels sont produits ici au Congo. Pourquoi le ciment qui est produit à l'ouest du Congo ne peut pas être vendu à l'est? Ce sont ces genres de questions que nous devons nous poser. Il y a aussi l'amélioration du climat des affaires. Il faut améliorer le climat des affaires pour qu'on puisse avoir beaucoup d'entreprises. Créer même 1000 nouvelles entreprises industrielles qui vont générer de l'emploi et avec de l'incidence sur la fiscalité. C'est dans ces conditions, si nous mettons notre pays dans ces conditions-là, l'indépendance économique va venir automatiquement. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça a été même affirmé par Edouard Funda, l'indépendance politique, ça s'arrache. Mais l'indépendance économique, ça se crée. Nous devons créer de la richesse, donner de la valeur ajoutée à toutes nos potentialités que nous avons, que ce soit minières, hydrocarbures, pétrolières, gazières, même agricoles. Je termine par dire qu'il faut développer aussi notre agriculture. Nous ne devons pas rester dans l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire on produit pour manger, mais 3-4 jours. Il faut une agriculture industrielle, motorisée, qui viendra en appui au développement de l'industrie manufacturière. C'est-à-dire, je vois la savonnerie, je vois les produits alimentaires, je vois les produits laitiers et d'autres produits que je n'ai pas cités ici. C'est comme ça que nous allons devenir indépendants économiquement. Comme le dit si bien le mot indépendance économique. Indépendance économique veut tout simplement dire réduire notre dépendance économique de l'extérieur. Non, il faut réduire notre indépendance économique de l'extérieur et pour que nous puissions devenir indépendants économiquement, c'est-à-dire produire nous-mêmes, transformer nous-mêmes et puis commercialiser nous-mêmes. Et donc, Funda, est-ce que la création de zones spéciales économiques peut aider à changer ces paradigmes? Il y a beaucoup d'initiatives dans le pays. C'est le problème que Fiston vient de relever récemment. Il y a beaucoup de projets. Il y en a. Des zones spéciales économiques peuvent bien sûr développer les pays, mais il faudrait qu'il y ait une politique nationale d'abord au niveau des leaders, des gens qui décident. Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a d'abord la volonté de faire? Parce que moi, ça s'accuse. Les gens disent non, le Congo, le mal du Congo, ce sont ses richesses, oui. Mais dans certains points, il faudrait que nous ayons nous-mêmes la volonté de faire ce que nous pouvons faire. Parce que je ne crois pas que ce sont des étrangers qui nous demandent de détourner l'argent de l'État. Je ne crois pas que ce sont ceux-là. Ils ne nous interdisent même pas de construire des routes à Kinshasa. Moi, je ne crois pas qu'un Belge pouvait venir dire au président ou bien à un premier ministre, un ministre des infrastructures, même si tu reçois l'argent de FMI ou bien de la Banque mondiale pour construire autant de kilomètres de routes, ne les construis pas. Non, moi, je ne crois pas. Alors, le matin, je le disais même dans notre forum, j'ai vu le message qu'a balancé le directeur sur la Banque mondiale. J'ai dit oui, nous recevons toujours de l'aide de la Banque mondiale, mais on finit par des projets, par des procès, c'est fini, l'histoire passe. C'est la plus grande question.
tout ce que nous pouvons voir comme initiative au niveau interne, des zones spéciales économiques, libéraliser certains secteurs, enlever des tracasseries pour créer des opportunités de certains jeunes. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, même dans l'entrepreneuriat, on ne le dit pas. Il y a seulement des vieux qui sont dans des institutions qui nous disent non, nous ne sommes pas créatifs, alors que le secteur est trop compliqué, il y a des ramifications. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir l'initiative de créer une entreprise, mais vous serez soumis à des taxes et tout ce qu'il y aura comme rétrocession. Vous savez tout ce qui se passe dans notre pays. Vous allez décourager les jeunes n'auront pas la possibilité de créer avec le peu qu'ils peuvent avoir, alors qu'avec ces peu-là, on peut devenir grand. C'est ça le problème. En fait, nous avons les initiatives. Certes, nous les entendons à travers des télévisions. Nous allons dans des reportages. Nous couvrons des événements, des projets du gouvernement. Tout ce qu'on peut avoir, on peut couvrir. Tout ce qu'on peut dire à la population, oui, on le dit. Mais moi, je me pose la question, pourquoi tout ça ne devient pas la réalité ? C'est ça la plus grande question. Parce que la question aussi, c'est de se poser 62 ans après l'indépendance de la République. L'indépendance politique, je précise. Pourquoi on ne peut pas avoir une autonomie indépendante plutôt ? C'est ça le problème. Le problème, c'est ça, tout ça. Nous avons, Fiston l'a relevé en gros. Moi, je voulais le relever un peu en détail. Monsieur Dudu, le directeur des données a complété tout à l'heure. Nous avons des sérieux problèmes de l'énergie, des routes, de la politique agricole. Nous avons tout ça. Mais pour tout ça, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Nous avons participé au vernissage de l'ouvrage du pasteur la fois passée à Sultani Hotel. Je ne fais pas la publicité. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit ? Le pasteur a dit, n'accusez pas tous les Congolais de ne pas pouvoir participer au développement du pays. Non. Même dans la Bible, Dieu a donné le pouvoir à une minorité. Cette minorité-là, c'est elle qui décide pour le développement du pays. À titre illustratif, cette minorité-là, ce sont les décideurs, ce sont ceux qui sont au pouvoir, avec qu'elles mettent en place une bonne volonté, une bonne politique de faire des choses. Même l'État qui décide, même les lois que nous avons, n'est-ce pas, nous avons des lois, nous avons des juridictions. L'État dit, on ne tue pas. Si on tue, on t'arrête. Mais c'est cet État-là qui fait appliquer tout ce qu'il a mis en place comme des lois, n'est-ce pas ? Alors, si aujourd'hui, cette minorité-là, qui devrait en principe prendre conscience, travailler pour les intérêts de tout le monde et penser aux futures générations, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que nous qui étions en dehors de ceux qui sont en dehors du pouvoir accusent ceux qui sont au pouvoir de pouvoir détourner de l'argent des républiques. Mais ce sont des mêmes personnes, une fois mis au pouvoir, ne sont même pas capables de faire ce qu'ils disaient aux autres. Moi, je me demande, est-ce que peut-être on attendait l'enterrement de l'Adam. Oui, parce que il faut aussi voir la tradition. Parce que moi, je me souviens dans une vidéo... Oui, ça va faire rigoler. Oui, ça va faire rigoler, mais moi, je l'ai dit. Moi, j'ai suivi un extrait où le Lumumba dit « Le seul qui absorbera mon sang sera le seul de la malédiction ». Jusque-là, on ne l'a pas encore enterré, nous sommes des Bantous. Oui, et donc, Funda, il faut que nous puissions prendre conscience, il faut de la volonté politique. Oui, Fiston, on l'écho. Une minute. Je vais revenir vers vous. Il y a un programme dénommé Programme de développement local de 145 territoires. La vision du chef de l'État est de lutter contre les inégalités entre communautés. Que pensez-vous de ces programmes ? Merci beaucoup. C'est un programme louable, un programme de en termes chiffrés, 1,6 milliard de dollars américains qui intéresse toutes les provinces de la République démocratique du Congo à travers, bien évidemment, ces territoires. Vous savez, le gros problème du Congo, le chef, M. Dieudonné l'a dit, c'est les infrastructures de base. Et si on bien évidemment, on parcourt ce programme-là, plusieurs projets sont justement axés sur ces secteurs-là, des infrastructures de base. Il y a les routes, il y a les hôpitaux, il y a aussi des centrales hydroélectriques, des micro-centrales hydroélectriques. Donc c'est un projet très louable. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été lancé depuis octobre, mais plusieurs questions aussi se posent sur sa mise en place. Et il faut dire que le problème aussi du Congo, c'est une question de priorité. Une question de priorité que nous ne savons pas vraiment savoir quelles sont les priorités pour le développement, pour l'émancipation, pour atteindre ne serait-ce que l'émergence de ce pays. Si vous prenez peut-être le budget de l'État, aujourd'hui, on loue quand même les efforts du gouvernement congolais qui a, pour la première fois, émis les prévisions de plus de 10 milliards de dollars américains. C'est quand même osé et nous voyons même au niveau de la mobilisation des recettes comment est-ce que les choses se font.
Et la DGI qui avait, pour ne pas faire sa publicité, c'est une entreprise de l'État qui a ici au mois d'avril mobilisé plus d'1 milliard de dollars américains pour un mois. C'est quand même énorme. Mais la question fondamentale, qu'est-ce que nous faisons de ces argent? Qu'est-ce que nous faisons de ces ressources financières que nous mobilisons? Si vous voyez les budgets de l'État, quelles sont nos priorités? Si vous voyez les gros des moyens, quelqu'un l'a dit ici sur ce plateau, vont vers les dépenses de consommation. Mais qu'en est-il de l'investissement? Qu'en est-il de la construction de routes? Parce que nous sommes un pays à dimension continentale, mais totalement enclavé. Il y a des provinces qui sont sœurs, mais on ne peut pas y aller, on ne peut pas aller même à vélo. Vous avez vu la tournée du président de la République dans le Grand Kasaï. Le président a fait plus de 10 heures de temps pour quitter Mbujimaï à Kabinda. Ce sont des provinces sœurs. Ce sont des provinces qui sont... D'ailleurs, avant, c'était le Grand Kasaï. Donc, c'est-à-dire il y a ce problème-là des priorités. Il faut relier nos provinces de manière... Cette priorité-là est aussi indiquée dans le PDL 145 territoire. Voilà pourquoi j'ai dit que non, c'était un bon programme. Il faut que nous... ça ne soit pas seulement parce que j'ai dit, je venais de le dire ici, il y a 1,6 milliard de dollars américains qui seront échelonnés pour 2 ans. Après ces 2 ans-là, encore il faut que ces deux ans soient respectés. Il faut qu'il y ait encore un autre programme de 145 territoires pour que nous montions. Parce que si on s'arrête là avec ces projets qu'il y a pour tous les Congo, 2 345 000 km², ce serait insuffisant. Il faut que nous ayons beaucoup de programmes de développement local de 145 territoires. Moi, je voudrais même que ce soit un programme pérenne qui soit vraiment inscrit dans le temps pour que nous voyons ces relèvements de tout le Congo dans sa globalité. 1,6 milliard de dollars américains, ce n'est pas suffisant puisque le Congo nous avons beaucoup de besoins. Est trop grand et exige vraiment un investissement budgétivore des centaines de milliards de dollars américains. Une dernière question, Dieudonné Boinali. En 2022, le produit intérieur brut par Congolais s'élève à 622 dollars américains, un chiffre en progression par rapport à 2021 et qui lui vaut la 9e place au classement de pays le plus pauvre de la planète. Une bonne nouvelle? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a une progression. Quand ton enfant qui fait 40%, 42% à l'école, tu apprends demain, non, maintenant il a fait 46, 47%. Il est toujours en dessous de la moyenne. Il a échoué, il ne passera pas des classes. Moi, je ne pense pas que 600 dollars américains, c'est une bonne nouvelle pour nous, les citoyens de la République démocratique du Congo. Il faut le souligner. Effectivement. Voilà, quand vous prenez les 600 dollars, vous divisez ça par 12 mois, vous avez 50 dollars par mois. Est-ce que parmi nous ici au plateau, même ceux qui sont mariés, même ceux qui sont célibataires, qui peut vivre avec 50 dollars au jour d'aujourd'hui? C'est la catastrophe. Et si vous prenez 50 maintenant, dollars imaginez par 30. les parents des familles qui ont au moins 2 enfants à charge, qui vont à l'école. Personne ne peut vivre avec 50 dollars par mois. C'est peu, mais nous saluons quand même la progression vers la bonne direction. J'ai dit tout à l'heure, un enfant qui fait 42%, mais si demain il fait 48%, donc il y a une progression. Il y a une progression. Donc, demain, il commence à étudier. Il commence à fournir d'efforts. Demain, on va s'étonner, il fera même 55%, 60%. Le souhait est d'arriver à 2000 dollars américains, voire 3000. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, plusieurs études ont démontré que dans le monde actuellement, personne ne peut vivre par jour avec moins de 3 dollars. Les études ont montré ça. Mais les Congolais, c'est des moins de 1 Maintenant, dollar. les Congolais vivent avec moins d'1 dollar par jour. Moi, je serais content le jour où on va dire que le produit intérieur brut par habitant de la République démocratique du Congo, c'est 6 000 dollars. Donc, ces chiffres-là de 600 dollars, on multiplie ça par 10. Nous vivons au moins avec 500 dollars par mois, chaque Congolais. C'est ce jour-là, je dirais que non, nous avons quitté le seuil de la pauvreté. Nous sommes maintenant dans une période transitoire pour vivre la vie que vivent les autres pays à économie intermédiaire. Ouais. Quand nous allons rester toujours dans l'ardoise, là, la fourchette là, de 600 dollars par an,
Je pense que c'est peu parce qu'il faut penser aux études. Donc il n'y a pas encore une indépendance économique. Il n'y a pas encore une indépendance économique. Voilà pourquoi j'ai dit, je soutiens l'idée qui est véhiculée actuellement par le professeur Didier Moumengi, qui a dit qu'il faut militariser l'agriculture. Il faut militariser l'agriculture de la RDC au regard des potentialités vendues tout à l'heure par Oleco, en termes de terres arables, l'hydrographie, nous sommes même payants dessous sur l'équateur. Il faut militariser l'agriculture. Oui. Dans les volets programme de développement local, des 145 territoires, il faut beaucoup investir sur l'agriculture. Parce que construire des écoles, des centres de santé, c'est bien beau, c'est du social. Ici, nous parlons de l'indépendance économique. Il faut investir dans l'économique, ce qui est économique. Et l'économique, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui est le soubassement, la base même de toute économie. Quand vous avez une économie exsangue, une économie qui ne nourrit pas son peuple, vous serez toujours dépendant économiquement. Oui, vous n'aurez jamais la vraie indépendance qui est économique. Dieudonné Boinali. L'indépendance politique, c'est l'indépendance des façades. La vraie indépendance est dans l'indépendance économique. Quand vous vous suffisez à vous-même, vous avez l'autosuffisance alimentaire. Vous avez la liberté de quitter Kinshasa, de voyager en toute quiétude et dans un bon appareil. Vous arrivez à Bunia, vous quittez Gemena, vous allez à Sakanya. C'est là où vous avez l'indépendance, avec vos propres compagnies aériennes du pays, que ce soit privé, pourvu que ce soit les compagnies aériennes du pays. Quand moi, Dieu donné pour aller faire les reportages à Kibali Gold Mine, je dois prendre Uganda Airlines, j'atterris en TB et puis je prends un petit porteur pour aller à Doko Dirba. Ce n'est pas de l'indépendance économique. Oui, ce n'est pas de l'indépendance économique. Je termine. Je dois voyager à l'intérieur de mon pays vous avez déjà terminé. Sans transiter par des pays étrangers. Vous avez déjà terminé. Merci, chers co-débatteurs, pour vos différentes réponses. Ces missions touchent à la fin et à la prochaine.